Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée fascinante, celle du faux self. Et si ce masque social que l'on porte n'était pas du tout une faiblesse, mais plutôt une sorte d'armure, une stratégie de survie en fait, devenue nécessaire dans certains contextes. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette phrase, elle résume tout. Elle met le doigt sur une tension fondamentale, le conflit permanent entre être soi-même, authentique, et le besoin de correspondre à ce que la société, la famille attendent de nous. C'est de ce dilemme que tout part. Alors, qu'est-ce que c'est ce faux self dans le contexte de notre analyse? Attention, il ne s'agit pas de mentir ou de tromper. C'est bien plus profond que ça. Voyez-le comme un bouclier, une armure psychique qu'on se construit pour pouvoir tenir le coup dans un monde qui exige la conformité avant tout. Pour comprendre comment cette armure se forge, il faut d'abord planter le décor. On va parler d'un environnement social bien particulier, que l'analyse qualifie de monde post-traditionnel. Et là, la distinction est vraiment essentielle. D'un côté, on a les sociétés traditionnelles où les règles, les rites ont un sens profond, partagé. Et de l'autre, ces sociétés dites post-traditionnelles où les règles sont toujours là, très rigides même, mais elles ont perdu leur sens, leur âme en quelque sorte. La religion devient un code de conduite et la famille un organe de discipline. Le résultat? Ça crée un environnement sous très haute pression. Imaginez un peu. Un monde où on est bombardé de règles, de jugements, de « il faut faire ci, il ne faut pas faire ça », mais où plus personne ne sait vraiment pourquoi. C'est dans cette cocotte minute que l'individu doit trouver sa place. Bon, alors comment cette armure se met-elle en place concrètement? Eh bien, le processus y commence très très tôt, dès l'enfance. Et il est façonné par un élément omniprésent, le regard des autres. L'enfant grandit sous une surveillance permanente. Le regard de la famille, bien sûr, mais aussi celui des voisins, de toute la communauté, et finalement un regard religieux qui finit par être intériorisé. Mais le point crucial, c'est que ce regard n'est pas là pour comprendre l'enfant, pas du tout. Sa seule et unique fonction, c'est de corriger, de repérer ce qui dévie de la norme. Du coup, le mécanisme de fabrication est presque mécanique. Sous ce regard qui corrige en permanence, l'enfant apprend une leçon vitale. Ses élans spontanés, ses désirs sont suspects, voire dangereux. Alors, il apprend à les censurer, à les cacher et à montrer uniquement ce qu'on attend de lui. Et voilà, l'armure du faux self est en place. C'est ça le message de fond, le message que l'enfant finit par intégrer au plus profond de lui. Être soi-même, c'est prendre un risque. La spontanéité est liée à la honte, au danger. L'authenticité devient une menace pour sa propre survie sociale. Et bien sûr, cette structure psychologique, elle ne disparaît pas comme par magie une fois adulte. Au contraire, elle va profondément marquer toutes les relations et en particulier une des sphères les plus intimes, le couple. Dans ce cadre, le mariage change complètement de nature. Ce n'est plus la rencontre de deux personnes uniques, mais ça devient un outil, un dispositif de normalisation. On se marie pour avoir un statut social, pour rassurer la famille, pour prouver qu'on est conforme. C'est un acte social, bien avant d'être un acte d'amour intime. Et la dynamique du couple, du coup, devient une sorte de pacte défensif. C'est fascinant et un peu triste à la fois. Deux faux selfs s'allient. Pas pour s'épanouir, mais pour se protéger l'un l'autre de leur propre vérité, de tout ce qui pourrait paraître bizarre ou déviant aux yeux des autres. Alors, cliniquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, derrière une façade souvent très stable, très normale, on trouve une réalité bien différente. Des couples sans affection réelle, une sexualité qui est soit absente, soit mécanique, pleine de honte, et souvent une vraie coupure entre le corps et les émotions. Le désir lui-même est perçu comme une menace. Jusqu'ici, en apparence, tout va bien. Mais cette conformité à tout prix, elle a un coût psychologique énorme, qui finit souvent par exploser bien plus tard. C'est ce que l'analyse appelle la pathologie de la normalité. Le décalage est juste saisissant. D'un côté, on a l'image publique parfaite, quelqu'un de respectable, bien intégré, irréprochable sur le plan moral. Et de l'autre, ce que les cliniciens voient, un sentiment de vide immense, une fatigue d'être chronique et des crises d'identité qui éclatent sur le tard, souvent de façon violente. Et ces crises, elles peuvent prendre des formes assez spectaculaires. Un départ soudain à l'étranger, une crise de risque complètement folle, une rupture totale avec la famille. L'analyse suggère qu'il ne faut pas voir ça comme de la folie, mais plutôt comme des tentatives désespérées du vrai self de faire sauter l'armure, de respirer enfin. On arrive à la conclusion, et c'est important parce qu'elle apporte une nuance qui évite de tomber dans un jugement trop simple. On pourrait être tenté de se dire que ce faux self est juste un manque de courage, une faiblesse, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. La réalité est bien plus complexe. Et voilà la thèse centrale, vraiment puissante. Le faux self n'est pas un choix, c'est une adaptation intelligente. Quand être soi-même est dangereux,
Correspondre à la norme devient la seule stratégie possible pour préserver un minimum de dignité. C'est un compromis vital pour pouvoir simplement exister. Le vrai problème, c'est quand ce compromis devient la totalité de l'existence. Et le coût, il est là. Des vies qui sont correctes sur le papier, mais sans saveur. Des couples qui sont solides, mais sans vie. Des lignées familiales qui sont loyales, mais où rien de neuf ne peut éclore. Un point absolument crucial à comprendre. Cette démarche n'est pas là pour critiquer une culture ou une autre. L'objectif est de mettre des mots sur des mécanismes psychiques pour comprendre la souffrance humaine et, si possible, l'apaiser. C'est une démarche de soin, pas une attaque. L'analyse nous laisse donc sur cette question. Une question qui, au fond, dépasse le cadre spécifique de l'étude et nous renvoie tous à une interrogation universelle. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour être acceptés ? Merci de votre écoute.